Bonjour, je vais poursuivre mon cours de gestion du personnel et je vais aujourd'hui terminer mon chapitre 1, qu'est-ce que la GRH? Petit rappel, dans une section 1, je vous avais parlé du passage de la gestion du personnel à la gestion des ressources humaines. Ensuite, je vous avais parlé, section 2, de la place de la fonction RH dans l'organisation. J'en arrive maintenant à ma dernière section, c'est la section 3, une fonction sous contrainte. La fonction RH, elle est en effet soumise à différentes contraintes, aussi bien internes qu'externes. J'évoquerai ici deux types de contraintes. Tout d'abord, les contraintes économiques et financières. Ensuite, le respect des règles juridiques. Je vais donc traiter deux points qui me semblent importants, les contraintes économiques et financières dans un grand 1, le respect des règles juridiques dans un grand 2. Je commence donc par mon grand 1, les contraintes économiques et financières. Les pratiques de gestion des ressources humaines sont tout d'abord impactées par la conjoncture économique et par les ressources financières qui sont disponibles dans l'entreprise à un instant T. On peut opposer globalement deux types de situations pour faire simple. Évidemment, mon schéma est quelque peu réducteur. Tout d'abord, en cas de difficultés économiques et financières, du fait par exemple de la mauvaise conjoncture, les DRH vont avoir tendance à se replier sur le noyau dur de leur métier, sur leur cœur de métier. Par exemple, l'administration du personnel, la gestion des relations sociales, la gestion des restructurations, notamment en cas de crise, ou encore la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. A contrario, deuxième cas de figure, quand la période est plus favorable, quand la conjoncture est bonne, les DRH vont avoir tendance à élargir leurs activités et vont avoir tendance à investir davantage dans le développement du capital humain de l'entreprise, via par exemple la formation et le développement des compétences. On va investir plus en formation, on va mener des actions de développement des compétences. On va investir plus dans la gestion des carrières. On va véritablement essayer de gérer les carrières des gens. On va s'intéresser à la politique de motivation. On va s'intéresser à la qualité de vie au travail. On va s'intéresser au bien-être au travail. On va s'intéresser à la culture d'entreprise. Par exemple, pour renforcer le sentiment d'appartenance des salariés à l'entreprise et pour augmenter le bien-être au travail. Voilà deux cas de figure un peu types, et entre ces deux cas de figure types, il y a des situations évidemment intermédiaires que je ne vais pas explorer. J'en arrive maintenant à mon grand 2, le respect des règles juridiques. Gérer les ressources humaines de l'entreprise suppose de connaître et de respecter les règles de droit. Le droit du travail est fondamental pour la fonction RH, d'où l'importance des enseignements que vous recevez en master en droit du travail. Comment peut-on définir le droit du travail? Si j'avais à donner une définition, je donnerais la définition suivante. Je dirais le droit du travail, c'est l'ensemble des règles juridiques qui sont applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés et leurs salariés à l'occasion du travail. Quelques exemples de règles juridiques applicables aux relations individuelles de travail. La durée du travail, les salaires, le licenciement. Quelques exemples de règles juridiques applicables aux relations collectives. Qu'est-ce qui va concerner les relations collectives? La représentation du personnel, les conventions collectives, les grèves et les modalités d'exercice du droit de grève. Ça concerne les relations collectives de travail. Je ne vais pas plus loin, vous approfondirez ce qu'est le droit du travail dans votre cours de droit du travail. Je voulais dire aujourd'hui dans cette courte séquence vidéo que le droit du travail émane de plusieurs sources. Il y a plusieurs sources. Il y a tout d'abord les sources internationales, il y a ensuite les sources européennes, et enfin il y a les sources nationales. Les sources internationales. Il existe au niveau international un organisme
qui s'appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail. L'OIT adopte des conventions internationales qui sont ensuite ratifiées par les États. Prenons l'exemple de la Convention sur la protection de la maternité qui date de 2000. Mais au niveau des sources internationales, on va trouver également des accords bilatéraux ou des accords multilatéraux entre plusieurs pays, par exemple sur la question des travailleurs migrants. Il peut y avoir des accords entre deux pays ou entre plusieurs pays sur comment traiter la problématique des travailleurs migrants d'un pays à un autre. Voilà pour les sources internationales. Il y a aussi des sources européennes. Le Conseil de l'Europe, qui reconnaît un certain nombre de droits sociaux, par exemple en matière de liberté d'expression, en matière de liberté syndicale, en matière d'interdiction des discriminations, en matière d'interdiction du travail forcé. La Communauté européenne, qui définit des traités communautaires, des règlements, des directives, des chartes sociales, qui vont énumérer les droits sociaux fondamentaux. Et puis, on trouve également des accords communautaires qui sont conclus au niveau européen par les partenaires sociaux. Voilà, pour faire vite, ce que recouvrent les sources européennes. Et puis pour finir, les sources nationales. Il y a tout d'abord des sources étatiques. Les lois du travail sont votées par le Parlement et sont regroupées dans le Code du travail. Il y a aussi les règlements qui émanent du pouvoir exécutif. Il y a aussi des sources professionnelles. N'oublions pas les sources professionnelles. Les conventions collectives, les accords collectifs d'entreprise qui ont été négociés entre les partenaires sociaux à un niveau local. Et puis, il y a tout ce qui concerne les usages. Enfin, n'oublions pas les dispositions spécifiques qui sont prévues dans le contrat de travail. Voilà ce que recouvrent les sources internationales, européennes et nationales en matière de droit du travail. Je ne vais pas plus loin puisque vous aurez l'occasion d'approfondir cela dans vos enseignements en droit du travail. J'en ai terminé pour mon chapitre introductif concernant la fonction RH dans l'entreprise. Dans la prochaine séquence vidéo, je commencerai mon chapitre 2 qui est centré sur l'évaluation du personnel. Au revoir.